Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver comme chaque jour sur Al24 News pour ce journal de 13 h dans l'actualité de ce jeudi 16 décembre. Deuxième jour de visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Tunisie. Plusieurs accords dans différents secteurs ont été signés entre les deux parties. Tension toujours palpable au Maroc. De nouvelles manifestations sont prévues pour le 22 décembre. Tension également entre la Russie et l'Ukraine. Les 27 de l'Union européenne en réunion à Bruxelles afin d'évaluer l'évolution de la situation dans cette partie de l'Europe orientale. Et puis un super typhon s'abat en ce moment même sur les Philippines. Ce phénomène extrêmement violent est l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 aux États-Unis. En visite en Tunisie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec son homologue tunisien Kais Saïed. Une conférence de presse a d'ailleurs été animée par les deux chefs d'État où plusieurs sujets ont été abordés, notamment la tenue prochainement d'un sommet arabe unificateur et inclusif en Algérie. Sohila Kilal. Relancer la coopération bilatérale dans différents domaines en vue de parvenir à une intégration économique. C'est ce qu'a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien Kais Saïed. أعرب عن عميق الارتياح لما أفضت إليه محادثاتنا ثنائية اليوم والتي من نتائجها المباركة تأكيد حرصنا على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات آملين إن شاء الله أن نصل إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية موحدة مشتركة إن شاء الله. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien. اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد وذلك بالتوقيع على العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية. اتفاقات في ميدان الصحة، في ميدان البث الإذاعي، في البيئة، في التوأمة بين عدد من الولايات. Le président tunisien est notamment revenu sur l'aide médicale que l'Algérie a offerte à la Tunisie durant la pandémie du Covid. لن أنسى أبدا الموقف الجزائري في ظل الجائحة وكان تم الحديث عن ذلك كيف يتم اقتسام الأكسجين بين الدولتين. هذا ما قاله لي سيادة الرئيس عبد المجيد تبون. سنتقاسم كل شيء. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé son souhait de voir le sommet arabe que va accueillir Alger contribuer à la réalisation de la concorde et du rapprochement entre les pays. حول المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك لا سيما وأن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة. الجزائر لن تكرس التفرقة العربية. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est vu décerner par son homologue tunisien le grand collier de l'Ordre national du mérite pour ses efforts déployés. Et à cette occasion, 27 accords de partenariat ont été signés entre l'Algérie et la Tunisie, des accords économiques liés au secteur de la finance, de l'énergie, des mines, de l'industrie, du commerce, des transports, des travaux publics, de la santé, de la radiodiffusion, de l'environnement et du jumelage entre un certain nombre de wilayas limitrophes. Coopération algéro-tunisienne toujours, et concernant la question libyenne, les deux présidents plaident pour une solution interlibyenne. Je vous propose d'écouter d'ailleurs les deux présidents.
تطرقنا إلى العديد من القضايا الراهنة وتبادلنا الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا الشقيقة، ومتفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. نتمنى لليبيا الشقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية وأن يعود الوئام. هناك تنسيق كامل ومستمر بالنسبة إلى القضايا المطروحة في الجهة، بالنسبة إلى الوضع في ليبيا. ومرة أخرى لا يكون الوضع مستقرا في ليبيا إلا إذا كان الحل نابعا من الإرادة الحرة للشعب الليبي. هو صاحب السيادة وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بكل حرية، فالحل لا يكون إلا ليبيا ليبيا. La tension toujours aussi palpable au Maroc. Un an après avoir scellé l'accord honteux entre le voisin de l'Ouest et l'entité sioniste, le Front marocain de soutien à la Palestine appelle une nouvelle fois à une mobilisation le 22 décembre pour dire non à cette normalisation. Sous le slogan « Notre combat continue jusqu'à l'abandon des accords perfides de la normalisation et de la coopération militaire ». Mohamed Amin Aberkan. Un an après la normalisation des relations entre le voisin de l'Ouest et l'entité sioniste, voilà une nouvelle fois que le Front marocain de soutien à la Palestine appelle à une nouvelle journée de mobilisation, mais cette fois-ci à travers plusieurs villes du royaume le 22 décembre, pour dire non à cette normalisation et renouveler son rejet de l'accord avec l'entité sioniste scellé il y a une année. Dans son appel, le Front marocain de soutien à la Palestine indique que la date du 22 décembre intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et un dangereux tsunami de normalisation, considérant que le Maroc a plongé honteusement dans les bras de l'entité sioniste à travers la consolidation et l'approfondissement des relations dans tous les domaines. Le Front a qualifié cette normalisation avec l'entité sioniste de violation de la souveraineté nationale, notamment à travers la signature d'accords militaires et de renseignement. Il a été décidé à cet effet de décréter le 22 décembre journée nationale contre la normalisation dans toutes les villes du royaume en faisant de cette date une journée nationale de solidarité sous le slogan « Notre combat continue jusqu'à l'abandon des accords perfides de la normalisation et de la coopération militaire ». Les yeux toujours focalisés sur la société militaire privée russe Wagner. Après les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de cette société, c'est au tour des États-Unis de mettre en garde le Mali qui serait sur le point de faire appel au service de Wagner contre la somme de 10 millions de dollars par mois. Dans un communiqué de ce mercredi, le département d'État américain estime que cet argent serait mieux utilisé à aider les forces maliennes à combattre le terrorisme et pour les services publics. Toujours selon le communiqué du département d'État américain, le groupe Wagner rend les pays plus pauvres, plus faibles et moins sûrs. Et l'Union européenne qui annonce la suspension temporaire de sa mission de formation des forces armées centrafricaines en raison du contrôle exercé par la société Wagner sur les forces armées centrafricaines. L'Union européenne, soucieuse du respect du droit humanitaire international, a décidé de suspendre temporairement les actions de formation en raison du contrôle exercé par les paramilitaires de la société Wagner sur les forces armées centrafricaines. Déclaration du général Jacques Langlade de Montegros, commandant de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine. Côte d'Ivoire, la reprise du dialogue politique est prévue pour aujourd'hui entre le gouvernement et l'opposition, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité de l'ouverture du dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens qui va permettre aux partis politiques de plancher sur les différents sujets d'actualité, notamment la libération des prisonniers et des conditions de l'organisation des élections locales, municipales et régionales de 2023.
En Somalie, les élections présidentielles seront vraisemblablement repoussées une nouvelle fois. L'élection du Sénat achevée reste celle du Parlement qui ne cesse de prendre du retard. Or, sans ces deux chambres, il est tout simplement impossible d'élire un nouveau président. Les États-Unis, via leur ambassade à Mogadiscio, ont appelé justement les dirigeants de Somalie à prendre leurs responsabilités afin de boucler le processus électoral. De son côté, l'opposition qui a décidé de boycotter le processus, accusant le président Farmajo d'utiliser la fraude et la corruption pour faire élire ses proches et menace de ne pas reconnaître les résultats des scrutins. Madagascar est au 8e jour du procès Apollo 21. Le parquet du tribunal d'Anosy a requis la peine à la perpétuité pour 5 des 20 accusés, parmi eux 2 ressortissants français. Les accusés auraient planifié un coup d'État et l'assassinat du président malgache. La Cour criminelle rendra son verdict final après les fins des plaidoiries des avocats. Plus de détails sur cette affaire avec Amin Tota. Une semaine après l'ouverture du procès de 20 personnes accusées de vouloir renverser et d'assassiner le président malgache Andry Rajoelina, le parquet de la cour d'Antananarivo a requis la perpétuité pour 2 ressortissants français et 3 autres des 20 accusés soupçonnés dans l'affaire dite Apollo 21. Les chefs d'accusation étaient qualifiés d'une planification de coup d'État et tentative d'assassinat du président et complot et association de malfaiteurs. Le feuilleton judiciaire, qui s'est ouvert le 7 décembre 2021, se déroule dans un climat tendu particulier, marqué par un dispositif policier extrême autour du palais de justice d'Anosy. Les prévenus auraient tenté de neutraliser plusieurs personnalités dont le président, selon le parquet. Et depuis leur arrestation au mois de juillet passé, certains sont emprisonnés dans des hauts gradés actifs et les 2 Français. À noter que d'autres accusés sont sous contrôle judiciaire. L'épilogue Apollo 21 est loin d'être fini. La justice malgache œuvre pour lever les ondes d'ombre autour de cette affaire qui tient en haleine toute une population. Un hommage a été rendu hier à Alger au libérateur Simón Bolívar, mort il y a 191 ans, à l'initiative de l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela, pour rappeler les valeurs et les principes qui unissent les peuples combattant l'injustice et le colonialisme. Une importante représentation diplomatique a assisté à cet hommage. Sofiane Barouti. L'ambassade du Venezuela a organisé une célébration au niveau de la place Simón Bolívar à Bab el Oued, en plein cœur d'Alger. C'est un grand honneur que le peuple algérien frère ait décidé de construire cette place Simón Bolívar dans cet endroit si beau et si emblématique de la ville. Nous avons également inauguré une place en l'honneur de l'émir Abdelkader à Caracas, face au Panthéon national. Nos peuples sont des peuples frères, unis dans leur histoire de lutte et de combat, à la recherche permanente de la liberté, de l'égalité et de la justice. Plusieurs invités de choix ont pris place à cette cérémonie, dont les plus illustres sont les ambassadeurs de la Fédération de Russie, de la République islamique d'Iran, le représentant de la République arabe sahraoui démocratique ou encore l'ambassadeur cubain accrédité en Algérie. Nous célébrons le 191e anniversaire de Simón Bolívar. Nous sommes conscients de l'importance de ce personnage dont les idées de liberté restent encore présentes. Simón Bolívar représente beaucoup pour nous. Et dire « El Libertador de l'Amérique » est quelque chose de très important. D'autres ont suivi son cheminement d'indépendance en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'occasion a été saisie pour rappeler le soutien de la République bolivarienne du Venezuela à la lutte légitime des peuples de Palestine et du Sahara occidental. Simón Bolívar
n'incarne pas seulement la lutte, la liberté et l'indépendance du peuple vénézuélien, mais il incarne également la liberté, l'indépendance pour tous les peuples épris de paix et de justice. Vous n'êtes pas sans savoir que le Venezuela est un pays extrêmement important pour le peuple sahraoui. C'est un pays qui a contribué, qui a donc accompagné la lutte du peuple sahraoui depuis 1975, depuis les premiers jours du déclenchement de la lutte armée. Donc c'est un soutien indéfectible comme le peuple algérien. Donc c'est un soutien sur lequel nous comptons. La cérémonie a été clôturée dans une ambiance fraternelle. Accord sur le nucléaire, l'Iran a accepté d'autoriser l'Agence internationale de l'énergie atomique à installer de nouvelles caméras au sein du complexe de Teza situé à Karaj, près de Téhéran. Un accord qui semble démontrer la bonne volonté de Téhéran à poursuivre les accords autour du nucléaire. Iman Merat. Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian a déclaré que l'absence d'initiatives occidentales entravait l'avancée des négociations sur l'accord nucléaire. Cette déclaration intervient après que Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique aient annoncé être parvenus à un commun accord pour mettre fin à la crise de la centrale nucléaire de Karaj et remplacer les cartes mémoire des caméras de surveillance. Cet accord a été conclu entre le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, et le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohamed Eslami. Le ministre iranien a déclaré que les propositions iraniennes étaient conformes à l'accord nucléaire qui composait la base de l'accord de Vienne, qu'aucune demande contraire à l'accord nucléaire n'avait été formulée et qu'aucun engagement en dehors de celui-ci ne serait accepté. Expliquant ainsi que dissiper les inquiétudes des parties occidentales concernant le programme nucléaire de Téhéran dépendrait de la levée des sanctions, et affirmant que l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'installation de Karaj représentait une preuve de la bonne volonté de Téhéran. Pour rappel, l'accord entre Téhéran et l'AIEA intervient à un moment où les pourparlers nucléaires se poursuivent entre l'Iran et les pays participants à l'accord nucléaire de Vienne. Des négociations qui s'accompagnent d'un échange de déclarations et d'accusations entre l'Iran et les pays occidentaux sur l'absence d'avancement à ce jour. Alors que Téhéran exprime son sérieux dans les négociations, Washington, de son côté, menace d'agir à travers d'autres alternatives si l'option diplomatique venait à échouer. Santé à présent, en réunion aujourd'hui à Bruxelles, les dirigeants des 27 vont tenter d'améliorer leur coordination face à la flambée du Covid et à la rapide progression du variant Omicron qui a poussé plusieurs pays de l'Union européenne à restreindre les conditions d'entrée sur leur territoire de façon unilatérale. Autre sujet important abordé lors de ce sommet de Bruxelles, les tensions russo-ukrainiennes. Cette rencontre des 27 tentera d'évaluer l'évolution de la situation dans cette partie de l'Europe orientale où les nœuds de tension se multiplient, l'Ukraine n'étant que la partie visible de l'iceberg. Leïla Gertal. Les 27 États membres de l'Europe réussiront-ils là où les négociations directes entre Moscou et les États-Unis ont échoué? Les résolutions de cette rencontre entre l'Union européenne et les pays d'Europe orientale seront-elles prises en considération par Moscou, qui ne reconnaît que Washington comme interlocuteur direct de l'avis de certains diplomates? Puisque le point central de cette rencontre reste la crise russo-ukrainienne, les États européens du bassin occidental réussiront-ils encore une fois à résoudre la crise et la tension entre Moscou et l'Ukraine face à un Poutine qui reste fermé à toutes les propositions européennes dont il ne reconnaît même pas l'autorité? Pour convaincre le Kremlin, l'Union européenne hausse le ton et lance depuis déjà une semaine des avertissements et menaces de sanctions Moscou. Aussi, l'adoption de sanctions nécessite l'unanimité de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Face aux réticences allemandes et françaises, ces derniers ne se sont toujours pas prononcés sur la question des sanctions préventives. Le format Normandie proposé par l'Union européenne
est en mort cérébrale, constate le bloc d'Europe orientale. Un constat dicté en grande partie par la volonté de la France et de l'Allemagne de relancer le processus diplomatique avec Moscou et Kiev. Comportement qui laisse dubitatif de l'avis des observateurs. Il semblerait que les 27 États membres ont du mal à accorder leur violon pour la question ukrainienne en raison des intérêts serrés avec Moscou, notamment dans le gazoduc Nord Stream 2, ce qui élargit l'écart et le dévoile au grand jour, laissant la relation entre le bloc occidental et le bloc oriental européen, composé essentiellement par les anciennes républiques soviétiques, il faut les rappeler, au simple stade de partenariat et de voisinage. Ce sont des législatives partielles à haut risque pour le ministre Boris Johnson. La circonscription du North Shropshire, centre de l'Angleterre, qui vote conservateur depuis des années, des décennies plutôt, pourrait basculer au profit des libéraux démocrates lors de ce scrutin à valeur de référendum pour Boris Johnson. Ce dernier risquerait alors une crise d'autorité en pleine flambée épidémique due au variant Omicron. Et la Commission européenne a présenté mercredi ses propositions pour décarboner le marché du gaz, diminuer les émissions de méthane et augmenter la part de l'hydrogène. C'est l'acte 2 des propositions européennes pour réduire les émissions de CO2 d'ici à 2030 et atteindre en 2050 la neutralité carbone. À rappeler que les prix du gaz ont atteint des niveaux records ces derniers mois en Europe sous l'effet d'une forte demande et des exportations russes moins importantes que prévu. Direction les Pays-Bas, les chefs de parti de la future coalition gouvernementale ont présenté leur feuille de route commune. Ce texte permettra au Premier ministre Mark Rutte d'effectuer un 4e mandat, mettant ainsi un terme à près de 9 mois de négociations. Naïla Hamoud. Autres partis composants de la nouvelle coalition de centre-droit aux Pays-Bas sont enfin parvenus à un accord. Ils ont présenté leur feuille de route commune. Cette dernière comprend 35 milliards d'euros d'investissement pour lutter contre le changement climatique ainsi que la construction de 2 nouvelles centrales nucléaires. Un texte qualifié d'ambitieux par les observateurs. Le chef du gouvernement sortant du centre-droit, Mark Rutte, dirigera cette coalition avec le centre-gauche et les conservateurs. Il remplit pour la 4e fois comme Premier ministre depuis 2010. Pour rappel, les élections législatives avaient eu lieu mi-mars dernier. Il aura fallu pas moins de 9 mois de négociations pour parvenir à cet accord. Les Pays-Bas, confrontés à une nouvelle vague épidémique qui a entraîné d'impopulaires mesures de restriction, devront toutefois attendre le mois de janvier pour connaître leur nouveau gouvernement, le temps que la coalition se répartisse les ministères. Parmi les annonces politiques attendues, la future coalition devrait annoncer une extension de la garde d'enfants gratuite, le manque de logement et la recherche, ainsi que la mise en place de péages routiers. Un puissant typhon s'abat en ce moment même sur les Philippines. Baptisé Rai, ce super typhon a touché terre ce matin à 5 heures. Plus de 45 000 personnes ont fui leur maison. Ce phénomène extrêmement violent est l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 aux États-Unis. Les vents violents qui accompagnent ce typhon pourraient atteindre, tenez-vous bien, les 195 km/h. Intempéries toujours aux États-Unis. Le président américain Joe Biden s'est rendu dans l'État du Kentucky, ravagé par plusieurs tornades qui ont coûté la vie à une centaine de personnes. Joe Biden qui a tenu à rassurer la population locale. N'hésitez surtout pas à demander quoi que ce soit. Il n'y a pas de tornade rouge ou de tornade bleue, pas d'état rouge ou d'état bleu quand ce genre de catastrophe se produit. Vous allez tout récupérer et tout reconstruire. États-Unis toujours 28 milliards de dollars de plus cette année pour le budget de la défense. Un budget total qui s'élève à 778 milliards de dollars approuvé par le Congrès américain. Ce budget doit désormais être validé par le président américain Joe Biden.
Et c'est une première dans l'assassinat de George Floyd, toujours aux États-Unis. Le policier Derek Chauvin, condamné pour ce meurtre, a pour la première fois plaidé coupable mercredi de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir, admettant pour la première fois une part de responsabilité dans ce drame qui a bouleversé l'Amérique et le monde. En plaidant coupable, il s'évite un procès fédéral dans lequel il encourait la perpétuité et qui devait se tenir en janvier. Économie, afin de faciliter les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye, la réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb Radames aura lieu dans les prochains jours. L'exploitation de ce passage frontalier pourrait atteindre 3 milliards de dollars dans un premier temps. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Le potentiel économique du poste frontalier terrestre de Debdeb Radames peut atteindre 3 milliards de dollars, d'où l'intérêt pour son exploitation par l'Algérie est basé sur la diversification de la production nationale et la promotion des exportations algériennes. Les échanges commerciaux avec l'ouverture de ce passage frontalier pourraient atteindre 3 milliards de dollars contre 65 millions de dollars actuellement, dont 59 millions de dollars d'exportation algérienne vers la Libye. 3 milliards de dollars que j'avais annoncé précédemment, c'était un objectif sur 2 ans, 3 ans. C'est pas, donc, ça sera à horizon donc 2025, les 3 milliards de dollars. L'importance de l'ouverture de ce poste frontalier devrait faire gagner en temps et logistique les opérateurs économiques des deux pays. Les marchandises algériennes entreront directement en Libye sans devoir faire le transit par la Tunisie. Et l'ouverture du poste de Debdeb est très important pour nous Algériens parce qu'il permet un accès direct à la Libye, ce qui est un avantage très important en matière de compétitivité, en matière aussi de réduction des coûts des délais. Ça, c'est une avancée très importante. Donc, les frontières deviennent donc des zones d'accès vers les pays limitrophes. La situation stratégique de la Libye fait du mouvement commercial entre la Libye et l'Algérie d'une part et avec les pays africains d'autre part. Un passage stratégique important pour l'exportation des marchandises de manière simple et fluide et sans frais exorbitants. Sport, à présent, l'Algérie en finale de la Coupe arabe suite à sa victoire au bout du suspense face au Qatar, pays hôte de la compétition. Retour sur ce match qui aura tenu toutes ses promesses avec Faisal Saleh. Un match pas comme les autres. Algérie-Qatar.